In November, in all the Salosian spheres of the world, be prepared for the arrival of a man who's going to change everything, a man with natural powers. He's going to investigate on the stolen Van Gogh, and he's going to succeed. First, it will be difficult. Jack Terror will even capture him, but he will succeed. He will even find love after fighting with his female colleague of non-importance. And everybody in the world will be happy again and celebrate. All because of Van Gogh. And this man is Joe Longueuil. J'aime cette histoire. Je suis Jean Rudenbecker. Je produis des films. Tu sais, Hollywood, tout ça. Ce film, Joe Longueuil, semble parfait. Il y a des bons points tournants. La fin est bonne. C'est très bien. Comment on fait des films aussi captivants où on se dit « je veux en voir plus » ? Ah, c'est ce qu'on va savoir dans cette capsule doc. Dans cette capsule doc, on va s'intéresser au squelette de votre film, à sa structure. C'est ce qui va faire en sorte que votre spectateur va être attentif au film du début à la fin. Avant toute chose, il faut savoir que peu importe qu'on soit en documentaire, en fiction ou en reportage, on va devoir écrire un scénario. Il y aura une capsule doc qui vous portera exclusivement sur ce sujet. Pour l'instant, on va s'intéresser à ce qu'il y a avant l'écriture du scénario. C'est la conceptualisation même de votre sujet, de votre récit et la structure aussi qu'on va donner à ce récit-là. On doit savoir ça avant même d'écrire le scénario. Que votre sujet soit triste, sérieux, amusant, épeurant, vous allez avoir à raconter une histoire. Et ça, c'est fondamental. On doit se rappeler qu'en cinéma, on raconte une histoire. Dans cette capsule documentaire, nous allons apprendre comment concevoir une histoire pour que le spectateur soit au bout de sa chaise jusqu'à la fin de la représentation. Docteur Guibault, je suis doctorant en sociologie du cinéma. À peu près tous les films respectent la même structure, la même courbe dramatique. Même lorsque des réalisateurs tels Tarantino ou Lynch tentent de déconstruire le scénario en bousculant les normes scénaristiques, ils vont quand même utiliser une certaine courbe scénaristique pour arriver à tenir leur spectateur en haleine. Mais mis à part les cas d'exception, parce qu'il s'agit d'exception, on a quand même une très très grande majorité des films qui sont produits qui vont respecter cette courbe dramatique exactement. Et ça va être intéressant pour vous parce que vous pourrez regarder éventuellement des films et examiner quels sont les différents points tournants, où on se situe dans le film et analyser donc la structure des films, car la plupart respectent donc cette courbe. Analysons cette courbe. D'abord, la mise en contexte dans le premier quart du film. On va vous présenter les personnages, quelques actions, à quel moment on se trouve, à quelle époque on se trouve, et dans quel lieu on va se trouver. Donc, on va avoir plusieurs informations et une situation initiale avec les personnages, quelque chose d'assez stable. OK, processus créatif, scénario, Joe Longueuil, début du film. Joe Longueuil est un détective privé, sans véritable talent, dont la vie est un cul-de-sac. Hydro-Québec vient de lui couper le courant pour facture impayée. Il est sur le point de fermer sa boutique de la rue Chambly à Longueuil. Au quart du film, on va avoir un élément perturbateur. Donc, un événement qui va venir changer la situation initiale et qui va forcer le héros à agir, à vouloir changer quelque chose, à rétablir sa situation initiale. Donc,
Premier moment fort, l'élément perturbateur. OK, élément déclencheur. Le président de l'Union des producteurs agricoles, Paul Teffin, un agriculteur milliardaire, se fait voler son tableau de Van Gogh dans son domaine de la rue de la Biche, à Longueuil. Il demande à Joe Longueuil de faire l'enquête, qui voilà une opportunité de racheter son échec vécu 5 ans auparavant dans l'enquête Picasso. Par la suite, le ou les personnages vont tenter de rétablir la situation en vivant plusieurs péripéties, des intrigues secondaires et tout ça. Et ils vont finalement arriver au point milieu, à la moitié du film à peu près, où on va voir une scène qui va changer un petit peu la donne, changer les enjeux. Un petit peu, on va être bousculé. On ne sait plus trop là, ce qui se passe, rendu au point milieu, pour continuer à attirer l'attention jusqu'à la fin du film. Joe Longueuil suit la piste d'un cheveu retrouvé rue de la Biche. Il va ensuite interviewer plusieurs personnes de l'Union des producteurs agricoles. À chaque fois, la personne interviewée meurt des suites d'un empoisonnement alimentaire. Après 5 personnes décédées, il réalise que son enquête avance plus ou moins bien. Il voit aussi qu'il est suivi par une personne mystérieuse. Il découvre que cette personne mystérieuse était en fait une détective privée qui a elle aussi été engagée par le milliardaire pour le suivre, lui. Ah! Revirement. Alors, les péripéties continuent, les intrigues secondaires continuent d'évoluer en parallèle. Et donc, on arrive presque à résoudre le conflit, mais survient la scène aux 3/4 du film, qui est le climax, où on n'est plus sûr de rien du tout. L'événement va remettre en cause et on n'est plus sûr de la fin, finalement, suite au climax. Donc, scène où l'intensité dramatique est vraiment à son maximum, le point tournant le plus important de votre film. La détective privée qui suivait Joe Longueuil, qui a été débusquée dans sa filature, refuse de cesser de suivre Joe Longueuil. Donc, ils ont une discussion ensemble, ils réalisent qu'elle enquêtait en fait sur Joe Longueuil, ils se racontent beaucoup de choses et elle réalise qu'il est en fait innocent. Ils décident donc ensemble de se rendre à North Atlee, dans la maison de campagne du milliardaire, parce que le cheveu qu'ils ont trouvé à rue de la Biche est en fait un cheveu du milliardaire. Donc, ils pensent qu'il est le meurtrier. Ils se rendent là-bas en voiture et c'est la première fois que Joe Longueuil quitte Longueuil. Ah, ça c'est bon. Évolution du personnage. Ouais. Et au Tim Hortons, l'automobile explose. Et ils reçoivent un appel du milliardaire qui leur dit de cesser l'enquête, les deux. Il est au courant que les deux sont ensemble. Alors ça sonne une petite cloche. Joe Longueuil et elle décident de se rendre sur le pouce vers North Atlee, à chemin OV dans la maison de campagne. Et ils se rendent là avec un avocat qui les prend sur le pouce. En se rendant là-bas, ils voient que le Van Gogh est en fait affiché dans la maison de campagne et que le milliardaire est un voleur meurtrier. Ensuite, la police fait une descente. Joe Longueuil est emprisonné et un policier touche le Van Gogh et meurt. Ah, ça c'est bon. Enfin, les personnages vont résoudre la problématique initiale et arriver à une fin où on retrouve une situation qui est stable, qui est relativement semblable à ce qui se passait au début du film. Donc on a résolu le problème. Il n'est pas rare de voir un film où la dernière scène est exactement pareille que la première scène, pour vraiment montrer et illustrer au spectateur que tout est rentré dans l'ordre. Oh, ça c'est un climax. Ça c'est un climax. Joe Longueuil va en prison. Ensuite, l'avocat qui l'avait pris sur le pouce vient le voir en prison avec la détective et les trois décident de monter un dossier pour essayer de le sortir du pétrin. Ils vont ensuite au procès, un procès haut en couleur à North Atlee. Lors de la plaidoirie finale, l'avocat réussit à prouver que tous les empoisonnements ont été faits à partir de la peinture du 18e siècle. Donc, ils ont avalé de la peinture du 18e siècle. Oui, c'est bon ça. Le milliardaire est mis en prison, Joe Longueuil est acquitté, Van Gogh est mis en prison, et ensuite, fort de sa notoriété à North Atlee et de sa découverte récente du monde, Joe Longueuil décide de se partir une petite boutique à North Atlee et redevient détective, fier et content. Zoom out, c'est la fin. Et ça, c'est bon. On dit Van Gogh ou Van Gogh? Moi, afin d'avoir des exemples plus probants pour illustrer ce propos, je vous suggère que nous allions voir un exemple dans le cinéma de fiction. Et après, on s'attardera sur le documentaire. Oui, oui, vraiment. C'est ce que j'aime de la fiction. Il y a des personnages. Il y a des personnages. Joe Longueuil, il n'était rien. Il connaissait Longueuil. Mais il finit à North Atlee. C'est bien. Il y a une évolution. Je veux voir des évolutions. Un ver vers un papillon. C'est ça, c'est bien. Des explosions, c'est bien, mais plus de personnages. Je travaille dans une shop d'impression. Moi, mon outil de travail, c'est la machine Hollywood Express 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les machines sont capables de produire par elles-mêmes des scénarios. Il n'y a plus besoin de personne. Vous voyez, moi, ma machine, par exemple, elle produit des films que vous avez peut-être vus, là. Home Alone 8, Silver Surfer 3, The Girl in Love with the Football Player. C'est des films là, que ça produit. Comme on s'intéresse à la structure du film,
j'ai demandé à ma machine d'écrire des scénarios de films anciens, là, pour qu'on puisse analyser la structure ensemble. Alors, j'ai sorti le scénario de Rocky. On va regarder ça ensemble. Vous allez connaître la fin, par exemple. Fait que, si vous ne l'avez pas vu, mais faites pause, allez voir le film, puis après ça, on regarde ça ensemble. Fait que Rocky, le boxeur, là. Rocky Balboa, un boxeur ordinaire vivant dans les quartiers sombres de Philadelphie, est surnommé l'étalon italien. Son entraîneur le laisse tomber, il ne va pas bien alors qu'il travaille pour un usurier. Apollo Creed, champion incontesté des poids lourds, a du mal à trouver un adversaire à 5 semaines du match du bicentenaire des États-Unis, alors que tous les autres boxeurs refusent de le faire dans un délai si court. Il choisit donc d'affronter un boxeur de seconde zone et se tourne vers Rocky Balboa, qui commence à fréquenter la sœur très timide de son ami Adrienne. La confiance de Rocky est chancelante et il ne croit pas en ses chances de gagner. Son entraîneur, Mickey, décide de le reprendre sous son aile et de devenir son manager. L'entraînement de Rocky prend une autre tournure. Il reprend la forme, il s'entraîne sur du bœuf dans des entrepôts frigorifiques et fait son jogging dans des escaliers extérieurs à Philadelphie. Il attire de plus en plus l'attention des médias. On commence à croire à la victoire de Rocky, qui est très confiant. Il court dans les escaliers avec la musique thème du film et se sent prêt à l'affrontement. Le match commence. Rocky encaisse de très nombreux coups. Après avoir résisté de nombreux rounds, en se relevant toujours malgré les difficultés, Rocky serre une salve de coups au 15e et dernier round. Il perd, suite à la décision des juges, mais plus rien ne compte. Il est le seul boxeur à avoir réussi à tenir 15 rounds contre Apollo Creed. Il demande à ce qu'Adrienne, la jeune femme timide qui travaille dans une animalerie, le rejoigne sur le ring et les deux s'aiment. Bien qu'en documentaire, ce soit des sujets qui sont un peu plus sérieux en général, on va quand même trouver une certaine courbe dramatique qui va respecter sensiblement ça ici. Cependant, ce qu'on va voir, malgré le fait qu'en documentaire, on pourrait voir toutes sortes de choses, parce qu'il y a vraiment une variété au niveau du documentaire, mais en général, on va avoir une situation qui va nous être présentée à quelque part, et on va voir un problème arriver. Au lieu que ce soit les personnages qui vivent un problème, c'est la situation, il y a un problème, et là, il y a des enjeux, il y a un paquet d'enjeux, et on arrive à un climax où là, c'est vraiment problématique la situation, et le documentariste va vous trouver les solutions, donc ce qu'il pense qu'on devrait faire pour régler la situation. Donc ça, c'est un documentaire qui serait plus classique. On pourrait aussi avoir un documentaire qui suit la courbe dramatique avec des personnages, donc dans du documentaire d'observation, par exemple, on pourrait braquer la caméra sur une personne et la suivre, et là, on suivrait ce schéma dramatique-là avec le personnage. Ça, c'est vrai. Il y a du contenu. J'aime les documentaires. J'en ai vu un. Ça parle de comment on peut voler. Il y a Peter. C'est un ami de la fée Clochette. Il se combat contre un pirate. Il a peur des crocodiles. Bon, rappelons-nous que le documentaire est une interprétation du réel par un auteur dans le but de nous illustrer une réalité. Oh oui. Peter. C'est un homme avec du naturel. Il n'y a pas de caméra. Il parle à tout le monde. Tu le suis dans le documentaire et tu sais plus sur les pirates et sur comment voler. Tu savais qu'il faut penser à ta mère? Ouais, selon les données fournies, là, mon ordinateur me dit qu'il s'agirait plutôt d'un film de Steven Spielberg qui s'appelle Hook, ou Capitaine Crochet. On va plutôt analyser un vrai film documentaire. J'ai fait imprimer pour vous le scénario et la structure du film Pour la suite du monde, de Michel Brault et Pierre Perrault. C'est un grand classique là, du documentaire canadien. La seule petite chose à savoir, c'est que c'est autant les personnages que le propos sur la tradition qui évolue dans le film. Là. Fait que vous allez voir ça dans la structure, personnage, puis l'évolution du propos sur la tradition. La tradition de la pêche au beluga, dit Marsouin dans le film, est disparue à l'île aux Coudres en Charlevoix. On lit le journal de Jacques Cartier, qui a donné le nom que porte l'île aux Coudres. Il y a ensuite quelques scènes qui présentent l'île, les résidents, les discussions de cuisine, l'accent. Les résidents de l'île aux Coudres ont pris la décision de reprendre la pêche traditionnelle au marsouin. Il serait possible de vendre le produit de la pêche à l'aquarium de Québec. Est-ce que ce sera un succès? La pêche s'installe en hiver avec les techniques ancestrales qui utilisent les marées et des pieux. Il y a un enthousiasme dans l'air. Les résidents fêtent le traditionnel Mardi Gras. Le printemps arrive et les résidents sont fébriles.
Le village s'éveille et les villageois commencent leurs activités. Multiples discussions sur l'organisation de la pêche avec les aînés du village. On parle du passé avec nostalgie. La pêche commence alors que les pêcheurs sont bénis par le prêtre. Les pêcheurs capturent un beluga vivant et festoient. Plusieurs discussions nostalgiques et beaucoup de fierté. Le beluga est donné à l'aquarium de Québec. Cependant, il n'y a pas d'autres belugas de pêcher cette année-là et il est difficile pour les pêcheurs d'envisager l'entreprise comme un succès à long terme. La tradition perdurera-t-elle ou disparaîtra-t-elle? Maintenant que vous comprenez un peu plus comment analyser une courbe dramatique, une structure de film, il va falloir que vous appreniez à concevoir une courbe dramatique par vous-même. Avant d'imprimer un scénario dans ma machine ultra puissante, il faut toujours que je rentre 2 phrases au minimum. Parce qu'il faut que l'ordinateur sache où aller. J'imagine que c'est à peu près la même chose si vous faites votre scénario par vous-même et vous décidez de l'écrire. Les 2 phrases, là, c'est assez simple. La première, il faut que ça résume ton film. Fait que tu as toute l'histoire de ton film en une seule phrase. Il faut que tu sois capable de faire ça. Puis l'autre, c'est l'idée derrière le film. Ce que tu veux faire comprendre, c'est quoi l'essence, c'est quoi la réflexion. Ça, c'est assez important, surtout dans le cadre d'un documentaire. Puis, tu dois décrire les caractéristiques du film avant de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Il faut que je vois ça avant de produire un film. Ça s'appelle le plat. Personnage, lieu, action et le temps. Tu dois répondre à tout ça avant même de commencer le processus. Personnage, lieu, action, temps. Ces 4 choses sont l'essence de tout ton film. C'est la fondation. Bon, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un tableau avec chaque truc. Alors, dans votre plat, vous avez les personnages. Les personnages, vous allez les décrire. OK? Puis pas juste décrire qui ils sont, comment ils se sentent, c'est quoi leur passé, mais aussi c'est quoi leur but, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. C'est assez important. Là, chaque personnage va avoir une quête. Okay? Même dans un documentaire, surtout par exemple un documentaire où vous vous mettez vous-même en scène en train de faire les trucs, ben là, c'est quoi votre quête à vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Là, ça va falloir le définir parce que c'est ça que le spectateur va suivre. Mais évidemment, tout le reste aussi, là, son passé, qui il est, ses qualités, ses défauts. Ensuite, on a les lieux, donc les lieux qui vont être filmés, où est-ce qu'on va se retrouver, puis on peut les décrire avec du détail. Ensuite, on a les actions, qu'est-ce qu'on va voir dans le film, ça va être quoi les actions qui vont être mises de l'avant, soit par les personnages ou carrément dans le contexte. Et finalement, le temps, ça c'est par rapport aux zones temporelles. Un film de 2 heures, là, ça peut se passer sur 2 ans. Fait que là, c'est où que tu commences ton histoire, c'est où que ça termine. Puis est-ce qu'on va avoir des sauts dans le temps, ou est-ce qu'on va avoir des ellipses, est-ce qu'on va avoir des flashbacks? Donc ça, il faut vraiment mettre ça en contexte déjà au départ. Le choix que vous allez faire, par exemple, tu peux décider de faire un film sur ton parcours scolaire. C'est quand tu le commences. C'est à maternelle, en 4e année, en première secondaire. Le choix que tu vas faire, ça va avoir une influence sur tout ton scénario. Fait qu'il faut tout de suite que tu y penses à ça. Alors, quand vous avez déterminé les principaux piliers de votre film, par la suite, il faut commencer à concevoir votre première partie, soit la mise en contexte. Et là, c'est pas évident parce qu'il faut savoir par où commencer puis quoi donner comme information. Alors, c'est là où il faut vraiment faire des recherches en vidéo documentaire pour vraiment très bien connaître votre sujet. Et par la suite, on peut même faire des tempêtes d'idées pour se dire, est-ce que je commence par tel élément, ou en telle époque, ou avec tel personnage, par où on commence, et on essaie des trucs, et on voit qu'est-ce qui risque d'être le plus intéressant. Bon, je vous donne un exemple. Si on prend un sujet comme documentaire qui porterait sur 1993, la 24e conquête de la Coupe Stanley par le Canadien de Montréal. Alors évidemment, on pourrait commencer par de multiples façons ici. Je sais comment commencer. Avec du feu, du sang, du vol, la police. Mon ordinateur décode effectivement une panoplie de façons de commencer cette histoire-là. En fait, c'est un peu ça l'heureux problème. Il y a toujours plein de manières de commencer un récit. N'empêche qu'il va falloir que vous en choisissiez une façon. Fait que là, moi, ce que je vous dis, c'est d'abord, essayer d'aller chercher la curiosité du spectateur tout de suite. Attiser sa curiosité, aller chercher son intérêt tout de suite par une ambiance, par des images, par une question. On veut essayer d'interpeller le public. Ce n'est pas nécessairement une question qui va être posée, mais déjà, on se pose des questions parce qu'on voit des choses. Ça peut se faire tout en subtilité, ça.
Une fois que vous avez commencé avec vos premières images, là, après ça, il faut faire la mise en contexte, la première partie de votre film. Là, dans la mise en contexte, vous voulez répondre aux questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ces questions-là, vous y répondez. Évidemment, pas besoin de toutes les dire. Là. Nous sommes à Joliette, nous sommes... Non, on peut le montrer qu'on est à Joliette. Le monde va comprendre. Là. On est en cinéma, on utilise l'image, pas besoin de dire toutes les choses. On peut les vivre, on peut les entendre, on peut les voir. Par la suite, on doit concevoir la trame narrative, le développement et la résolution de votre documentaire. Et ça, pour ça, il faut vraiment choisir votre problématique qui va déterminer toute l'action de votre sujet. Donc, c'est de quoi voulez-vous parler, ça va être quoi le propos, ça va être quoi les enjeux. OK, d'accord? Ça semble évident, c'est pas nécessairement évident. Là, vous allez, va falloir déterminer qu'est-ce qu'on donne comme information et à quel moment on donne l'information. Ça, c'est pas facile. Il faut s'assurer qu'on va tenir son spectateur en haleine tout le long du film et qu'il va vouloir en savoir plus et plus et plus sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on dit en premier? Ça, c'est pas facile. Est-ce que tu connais les post-it? Oui, tu connais ça. J'ai une technique pour t'aider à organiser tes idées. Tu les écris sur des post-it. Tu écris tout. Tout. Et puis tu les colles au mur. Et tu les organises. Tu structures tout. Et tu respectes le temps. Tu penses à ce que le spectateur a besoin de savoir. Parce qu'ils doivent suivre l'histoire, vous savez. Alors, une fois que vous aurez vos post-it organisés en séquence, il va falloir identifier vos 3 points tournants, vos 3 bons moments. Alors, ça va être quoi des points tournants documentaires? Ça va être l'évolution d'un personnage, l'évolution d'un lieu, d'une situation, d'une problématique. Alors, à vous de choisir, mais on doit avoir vraiment 3 événements majeurs qui vont nous tenir en haleine jusqu'à la fin, où là, on va avoir tout le nécessaire pour bien comprendre c'est quoi votre position par rapport à la problématique principale qui est présentée par votre documentaire. Et dans la résolution, on va avoir toute la complexité, toute la richesse, la profondeur de votre réflexion en tant qu'auteur et réalisateur de ce documentaire, qui va être livré à la fin. Maintenant que vous savez comment structurer votre film et votre idée, vous allez devoir écrire le scénario avant de faire le tournage. Ce sera à voir dans une prochaine capsule doc.